Donc, je ne peux pas manquer quand même d'abord de vous dire bonjour. Donc, mes parents m'ont toujours dit qu'il faut d'abord saluer les gens. Hein. Et deuxièmement, donc, je vais remercier quand même Déborah de m'avoir invité et de m'avoir fait confiance. Je vais vous remercier, vous les étudiants, de me recevoir dans votre prestigieux établissement. Quand même, c'est à l'ENS. Au début, j'ai cru que vous l'avez fait exprès pour que je ne puisse pas entrer, que je ne suis pas peut-être assez bien. Mais je suis opiniâtre. Et puis, je remercie Yoleni de me tenir compagnie. Et puis, voilà. Alors, moi, j'avais proposé justement à Déborah un petit plan, mais qu'on ne va absolument pas tenir, malheureusement, étant donné le temps qui nous reste. Et donc, et ton idée de commencer par la lecture d'un texte, ce n'était pas, seulement je ne lirai pas de texte, c'est une très bonne idée pour nous mettre en situation, comme on dirait, les inconnus. Et j'ai choisi un texte très, très simple, les contes que j'avais choisis, j'ai vu que vous avez tellement travaillé là-dessus d'après le document que vous m'avez envoyé. Donc, je choisis un texte ici, Les voisines, parce que nous sommes surtout, vous avez beaucoup lu La femme aux pieds nus. Alors, donc, je vais vous faire vous lire ce petit extrait. Les voisines. Qui pourrait se passer de voisines? Il y a toujours quelque chose à emprunter chez une voisine. Il y a toujours une voisine pour venir vous emprunter quelque chose. Et si personne ne vient vous emprunter quelque chose, vous êtes bien malheureuse. Est-ce qu'on se méfie de moi? Est-ce qu'on se méfie de moi? Est-ce qu'on vous prend pour une empoisonneuse? Il y a toujours un prétexte pour aller chez la voisine. Du sel, de l'eau, un peu de bois, une cruche. On peut même vous demander une de vos filles parce que le mari de la voisine n'est pas là ce soir. Il est parti à Kigali. Et qu'elle les serve avec des enfants en bas âge, que cela la rassurerait d'avoir quelqu'un auprès d'elle, Mukasonga, pour lui tenir compagnie. Et cela dure longtemps, car la politesse exige de raccompagner la visiteuse jusque chez elle. C'est très impoli de la laisser repartir seule. Mais arrivé devant la maison de la voisine, celle-ci, bien sûr, va devoir vous raccompagner, puisque vous l'avez accompagnée. Les arrêts et retours peuvent durer longtemps. Aussi longtemps qu'on a des choses à se dire. Et les choses les plus importantes, on les a gardées pour se les dire, dira les allées et venues qu'impose la courtoisie. Ce sont des secrets. On les dit à mi-voix. On se les chuchote à l'oreille. Avant, disait Stéphania, au Rwanda, on pouvait aller d'un enclos à l'autre à travers la bananeraie. Cela permettait de faire bien des détours et d'arracher au passage les mauvaises herbes ou de repérer un tuteur qui prit sous le poids d'un régime de bananes, car les mains d'une femme ne doivent jamais rester inactives. Mais pour ce qu'on avait à se dire, il fallait quand même prendre le temps de se le dire. Alors, on s'asseyait à mi-chemin. Celle qui portait son bébé en profitait pour lui donner le sein ou pour masser le petit corps dodu. On avait tout le temps pour admirer les fossettes, surtout celles qui se trouvent au bas des reins. On les appelle les yeux du derrière. C'était important, les yeux du derrière, surtout pour les filles. C'était un signe de beauté que mettait en valeur la ceinture de perles multicolores que les jeunes filles portaient autour des hanches. Aussi, lorsque le bébé était encore tout chaud de la chaleur de sa mère, celle-ci modérait doucement de ses index, les yeux du derrière, espérant que la peau si tendre garderait l'empreinte des doigts maternels. On parvenait enfin à l'entrée de l'enclos de la voisine. On s'arrêtait sous les hauts faisceaux de bambou qui encadrent la porte.
Si les ombres indiquaient qu'il était temps de rentrer pour donner à manger aux enfants, on se traînait une dernière fois en égrenant à nouveau les soins d'usage. À Gitagata, on n'osait plus guère reconduire la voisine jusqu'à sa porte. Sur la grande piste, on craignait toujours les mauvaises rencontres. Les jeunesses du parti, les militaires, on pressait le pas. Il n'était pas question de faire halte pour parler à son aise, ni de faire des allers et retours. Aussi, la plupart du temps, on se contentait d'accompagner la visiteuse jusqu'au bout du sentier qui va de la maison à la piste. Voilà pour commencer un peu, pour se remettre de nos émotions. Magnifique. Ouais. Après, ce que j'avais proposé comme plan, c'était d'abord faire un petit résumé sur l'histoire du Rwanda traditionnel, le Rwanda de la colonisation, le Rwanda du christianisme. Et puis après, j'allais en deuxième temps donc vous dire comment je suis devenue écrivaine. Et puis après, puisque vous avez tous lu La femme aux pieds nus, j'allais faire un court texte pour expliquer pourquoi j'ai écrit sur ma mère. Et puis après, j'allais aussi vous dire pourquoi, après les autobiographies, parce que j'ai écrit 3 livres autobiographiques, comment je suis arrivée à un roman, Notre-Dame du Nil. Et puis après, j'allais vous lire, pour terminer, sous forme de conclusion, un petit texte tiré de mon livre Les Nouvelles Igifou, donc aussi le deuil. Et puis après, je dirais quand même, on est dans la période de commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, donc qui a commencé le 7 avril et qui se terminera le 3 juillet, parce que je crois que le FPR arrive au Rwanda, arrivait bien avant, mais on arrête le 4 juillet. Donc je donnais un petit mot pour aussi la mémoire, qu'on appelle Kwibuka, souviens-toi. Mais pour l'instant, et puis après, je donnais la parole à Yoleni pour discuter un peu, pour échanger. Et puis après, on donnait la parole au public. Et puis après, je signais cinéma, s'il y a quelques-uns qui ont. Mais il y a quelque chose à laquelle, donc, de toute façon, je ne peux pas contourner. Je vais vous donner quand même le petit résumé sur l'histoire du Rwanda. Moi, je compte sur Déborah pour chronométrer. Si c'est trop long, il faut m'arrêter pour que Yoleni puisse me poser des questions. Vous en avez beaucoup de questions? Je suis flexible. Je vais en poser quelques-unes. Voilà. Comme ça. Donc, vous m'arrêtez. Vraiment, à tout moment, vous m'arrêtez. Ce que je ne dois pas ne pas dire, ça sera... donc le petit extrait sur l'Igifou, l'Odeye, et puis où en est la mémoire aujourd'hui au Rwanda. Alors, je vais parler du Rwanda. Hop. Combien de minutes? L'histoire du Rwanda, ça doit prendre 10 minutes. C'est un petit Rwanda, déjà le Rwanda est tout petit. Alors. C'est une grande histoire. Ouais, c'est une grande histoire. À la fin du 19e siècle, le Rwanda reste la dernière tache blanche sur la carte d'une Afrique que se partagent les puissances européennes. Les frontières actuelles du Rwanda n'ont pas été imposées lors du partage colonial au gré des ambitions et des intérêts des colonisateurs. Elles correspondent à peu de choses près aux limites atteintes par le royaume du Rwanda à l'arrivée des premiers Européens militaires allemands ou missionnaires pays blancs. Elle délimite surtout un espace culturel et linguistique homogène dans une Afrique où les États modernes issus du partage arbitraire par les puissances européennes sont le plus souvent composés d'une mosaïque d'ethnies.
L'un des aspects spécifiques de la société rwandaise et de l'interprétation aussi erronée que catastrophique qu'en donnaient les anthropologues et ethnologues européens est la répartition de la population en 3 catégories appelées Amoko, Tutsi, Hutu et Twa. Si l'ethnie se définit par une langue, un territoire, une écriture propre, Hutu, Tutsi et Twa ne constituent en rien des ethnies. Tous parlent la même langue, le Kinyarwanda. Vivent les uns à côté des autres sur toute l'étendue du territoire. Participent d'un même mode de vie et partagent les mêmes traditions et la même culture. La différenciation porte sur le domaine économique. Les Tutsis sont plutôt considérés comme éleveurs, les Hutus comme agriculteurs et les Twa spécialisés dans la poterie. Il faut souligner que les activités des Tutsis et des Hutus sont complémentaires et les peaux des Batwa indispensables pour tous. Les Européens, colonisateurs, missionnaires, ethnologues bâtirent pour le plus grand malheur des Rwandais, à partir de ces données, un véritable roman ethnologique. La complexité, le raffinement de l'organisation politico-religieuse du Rwanda, attribuée à tort aux seuls Tutsis, fascina à tel point les premiers observateurs européens qu'ils se refusèrent à voir dans les éleveurs des 1000 collines de simples autochtones. Selon les schémas racistes propres à l'époque et qui justifient la colonisation, les Africains sont incapables d'édifier des États stables et centralisés. Ceux-ci sont toujours le produit d'envahisseurs venus d'ailleurs. On décida donc qu'il y avait au Rwanda 2 races antagonistes, les Hutus, les Tutsis. Si les Hutus étaient évidemment des Bantous, les Tutsis, quant à eux, étaient des Hamites. On avait inventé une race toute spéciale pour les Tutsis, les crânes mesurés au cours de l'anthropologie physique les avaient dénoncés irréfutablement caucasiens, et la Bible des missionnaires était pour une fois d'accord avec la science. Les Tutsis étaient les descendants de Cham ou de Ham qui auraient été rachetés de la malédiction de leur père Noé, des Blancs un peu foncés, moitié sémites, lointainement des vallées du Tibet, égyptiens, cousins des pharaons noirs, certainement éthiopiens, en tout cas bien supérieurs aux nègres bantous. L'histoire du Rwanda se résumait donc à une succession d'invasions qui déposaient sur les hauts plateaux du Rwanda les strates de race et de culture. D'abord, par ordre d'arrivée, venaient les Batwa, péjorativement appelés pygmées. Ils habitaient la forêt, c'étaient des chasseurs. C'était évidemment la couche la plus primitive. Puis venait la masse des Hutus, c'étaient des cultivateurs qui défrichaient la forêt. Pour ce faire, on devait les décerner à eux seuls le titre d'autochtone. Arrivés enfin, bien tardivement, les Tutsis, c'étaient des pasteurs. Ils avaient trouvé au Rwanda, au terme de leurs errances nomades, le pays de la pluie où l'herbe pousse en abondance. Et comme ils n'étaient pas tout à fait noirs, ils avaient apporté aux Bantous naïfs et amorphes un embryon d'ordre et de civilisation. C'est donc au travers de cette vision erronée et raciste de l'histoire que les Allemands et les Belges administraient le pays. Les Allemands à partir de 1898, puis la Belgique à partir de 1916, à laquelle la Société des Nations confie le mandat de titre et qu'elle accepte en 1924.
On imposait à tout un peuple une histoire imaginaire qui faisait d'une partie de la population des envahisseurs et des étrangers. Menée au nom de cette théorie raciale, la colonisation va amener une fermeture dramatique de la société rwandaise. Pour coloniser le Rwanda, cette contrée lointaine, les Allemands manquaient d'hommes et de moyens. Ils appliquèrent donc, à l'exemple de l'Ouganda britannique voisin, l'administration indirecte. Les Belges, après quelques hésitations, suivirent ce modèle. On se servit de l'organisation administrative de la royauté traditionnelle pour imposer le nouvel ordre colonial qui s'appuyait essentiellement sur les missions catholiques. Selon les théories raciales auxquelles adhéraient les administrateurs coloniaux aussi bien que les missionnaires, seuls les Tutsis étaient aptes à gouverner. Les chefs, sous la haute surveillance des administrateurs belges, doivent imposer les exigences des nouveaux maîtres européens. La population paysanne a donc tendance à attribuer aux chefs traditionnels les contraintes imposées par le colonisateur. En 1931, le roi Musinga, réticent au christianisme, est déposé. On effectue en même temps une vaste réorganisation des chefferies en éliminant la plupart des chefs hutus. La carte d'identité qui mentionne l'ethnie est instituée, figea définitivement les catégories. Ainsi, au moment de l'indépendance, les intellectuels hutus formés dans les séminaires dénonceront-ils les Tutsis comme des envahisseurs, des étrangers, les premiers colonisateurs. En 1960, la révolution dite sociale, orchestrée par les colonisateurs et l'Église catholique, voit les premiers massacres des Tutsis. Beaucoup prennent le chemin de l'exil et ceux qui restent ne sont que des citoyens de seconde zone, étrangers dans leur propre pays. Les deux premières républiques rwandaises de 1962 à 1994 se présentaient comme des républiques paysannes et chrétiennes. Elles reposaient sur le mode totalitaire, sur un parti unique, ici naturellement du peuple majoritaire. L'idéologie raciste importée par les colonisateurs constituait l'idéologie officielle du régime. En 1994, les génocidaires ne feront que mettre en pratique cette idéologie jusque dans ses plus horribles conséquences. Voilà en résumé le Rwanda. Merci beaucoup pour ce résumé. Merci beaucoup, Scholastique Mukasonga, pour ce résumé très, très utile qui éclaire donc en amont le génocide et tout le racisme qu'il a produit, qu'il a soutenu. Peut-être que tu as le temps de donner quand même quelques éléments sur ton entrée en écriture, ce qui est important, et comment tu es passé de l'écriture du témoignage à la fiction, ou est-ce que ça fait partie peut-être des questions de Yoleni, non? Voilà, donc je vais essayer. Donc à tout moment, Yoleni, vous pouvez m'arrêter, hein, parce que malheureusement, on va... Alors, donc, comment je suis devenue écrivaine? C'est pas si simple que ça. D'abord, je dirais que le génocide des Tutsis ne commence pas brusquement, comme on a dit, lorsqu'un missile abat l'avion du président Habyarimana le 6 avril 1994.
Cela ne fit qu'un signal à son déclenchement dès le lendemain, le 7 avril 1994. Novembre 1959. J'ai 3 ans, je me souviens. Je suis dans un champ. Je trottine derrière ma mère penchée sur sa roue. Soudain, il y a cette rumeur, ces cris qui montent des collines, il y a ces fumées, il y a ces flammes. Ma mère m'a mise dans son dos. Nous remontons la pente jusqu'à la grande piste. Là, c'est une bousculade, une foule en panique, des appels de pleurs d'enfants. Nous sommes arrivés à l'école. Ma mère cherche mes frères et mes sœurs et je vois une grande route en flammes. Et je sais que ce soir, nous ne dormirons pas à la maison. Tous les réfugiés Tutsis ont été regroupés dans une émission. On y reste plusieurs semaines. Les enfants jouaient tous ensemble sur la place devant l'église. Chose étrange, mes frères et sœurs n'allaient plus à l'école. Et puis, tout se termine un soir, à la nuit tombée. Il y a les camions tout phares allumés. Il y a des soldats qui nous bousculent et nous pressent pour monter dans les camions. Les camions ont roulé toute la nuit. Au petit matin, nous avons été débarqués d'un soleil inconnu et sinistre, qui sera désormais notre lieu d'exil. Nous sommes à Nyamata. D'abord, on nous a entassés dans les salles de classe d'une école désaffectée, sous la surveillance des militaires que nous appelions des Congolais. Ensuite, nous avons dû habiter dans des baraquements qui nous attendaient en pleine brousse, au milieu des animaux. C'est à Nyamata que 34 ans plus tard, ils seront tous, ou presque tous, exterminés. Si les 60 000 Tutsis de Nyamata, on n'en a compté que 5 000 rescapés. Je ne suis pas rescapée. Je n'étais pas au Rwanda ces mois d'avril, mai, juin 1994, pendant que l'on versait des torrents de sang des Tutsis. J'étais de Nyamata. Nyamata, ce n'était pas le Rwanda. C'est le pays des Tutsis. À Nyamata, le génocide était facile et rapide. Il n'y avait que des Tutsis. Pas nécessaire de ralentir le travail par la vérification sur la carte d'identité pour savoir si celui-ci est bien Tutsi et donc bon à tuer. À Nyamata, certains villages comme mon village de Gitagata ont été entièrement exterminés. Je veux dire qu'on a non seulement tué les humains, mais on s'est aussi efforcé d'effacer toute trace de leur existence. Si j'avais été à Gitagata, c'est moi qu'on appelle Gutsemba Tsemba Boko, donc l'éradication de la race, je ne pouvais pas échapper à la machette des miliciens. J'étais en France depuis 1992. Je suis survivante. Ainsi l'ont voulu mes parents que je sois à leur mémoire, quand viendrait le jour de leur mort. Avril, mai, juin 1994, 100 jours, 1 million de morts. Les massacres ne pouvaient me surprendre. Massacres obscurs, violences tribales, ataviques, primitives, disaient les médias. Les gouvernements du monde entier voulaient écarter le mot génocide pour ne pas avoir à intervenir. Depuis 1959, les Tutsis le savaient bien. Ils connaissaient leurs futurs assassins. Ils vivaient côte à côte. C'était leurs voisins. Mon premier sentiment fut celui d'un soulagement. Enfin, il n'y avait plus à attendre. Cela s'était passé comme nous l'attendions dans la paix depuis si longtemps. Enfin, il se reposait maintenant. Mais il y avait tant de morts, tant d'humiliations, d'atrocités extrêmes, et cela, je ne pouvais le pardonner. Bien sûr, comme tous les humains, j'ai cherché à savoir si des membres de ma famille restaient au Rwanda, il y aurait quelques rescapés. Un génocide n'est jamais parfait. Je téléphonais à tous ceux qui, je m'efforçais de le croire, pourraient me donner quelques signes de leur survie. Puis je reçus un jour une lettre.
Elle venait du Rwanda. C'était signifié arracher un cahier de courrier, la liste des miens, la liste de mes morts, 37 noms. C'est alors que vous envahit le sentiment de culpabilité d'avoir survécu. Avoir pu écrire m'a donné la force et le courage d'accepter d'être survivante. L'écriture se fit pour moi aussi le chemin d'idées, un deuil qui n'était pas à l'oubli. C'est peut-être ce qu'on appelle la thérapie. J'ai retenu cette phrase du livre de Shalom Oscillader dans son livre « L'espoir, c'est une tragédie ». L'écriture est une question de maintien et de contrôle de soi-même. C'est en écrivant que je sais que l'écriture pouvait m'apaiser. Aussi, les pages blanches de mon cahier furent longtemps mon refuge contre le désespoir et la folie. Est-il possible de mettre des mots sur l'horreur, d'écrire l'indicible, celui d'un génocide? C'est pourtant le génocide de Tutsi en 1994 au Rwanda qui a fait de moi une écrivaine. Sans doute, sans cette tragédie, n'aurais-je jamais écrit. Écrire. Être écrivaine ne faisait certes pas partie de mes ambitions de jeune fille. Je n'ai pas fait d'études littéraires. Je n'avais aucune prétention à m'aventurer sur le chemin de la littérature. J'étais comme ma mère, une bonne conteuse. Je possède, me semble-t-il, une mémoire qui tient de la transmission orale traditionnelle. La culture rwandaise est tout d'abord orale. Toutes les traditions, l'histoire, la littérature, la poésie, les contes se transmettaient ainsi de génération en génération. Mais la mémoire d'un génocide ne peut relever de la seule transmission orale. Elle exige une autre forme de compter, l'écrit bien évidemment. L'écriture s'est présentée comme le moyen le plus sûr de conserver la mémoire. Le danger pour un rescapé ou une survivante comme moi, c'est de s'enfermer, de sommirer dans la solitude. Vous vivez cette impossibilité de parler, de peur que la moindre parole ne vienne raviver vos souffrances, comme une lame tranchante qui peut ouvrir vos blessures. Je suis sans doute une écrivaine atypique. Je n'ai pas eu le temps d'aller à la recherche d'un modèle. J'avais un devoir de mémoire à accomplir en urgence, car je vivais sous la menace de perdre cette mémoire. Je devais faire avec ce que j'avais sans me poser de questions. Seulement me confier à la page blanche et en faire ma confidente. Une confidente qui accueillerait mon histoire sans avoir à me préoccuper de savoir si j'écris bien ou mal. D'ailleurs, lorsque j'ai commencé à écrire sur mon petit cahier bleu, que je gardais toujours avec moi, le jour comme la nuit, je n'avais aucune intention de publier. Je sauvais la mémoire, c'était mon seul but. C'est à force d'écrire, ma douleur me laissa un peu de répit, que j'ai pensé à partager mon histoire, à faire appel à d'autres gardiens de cette mémoire. Non. Excusez-moi. Je suis désolée, je l'ai dit. Mes deux premiers livres, Inyenzi ou les cafards, et La femme aux pieds nus, reposent sur mes souvenirs d'enfance à Nyamata.
Ce sont des tombeaux de papier que je me devais d'ériger pour les miens et pour les victimes qui, dans l'anonymat du génocide, resteront sans sépulture. J'ai fait appel à ma mémoire pour lutter contre l'oubli. Et comme pour vous, dans vos travaux, permettez-moi de citer ces quelques lignes de la nuit d'Elie Wiesel, qui aurait d'ailleurs pu servir d'épigraphe à mes 2 premiers livres. C'est comme si ces paroles m'étaient adressées. Pour le survivant qui se veut de moi, le problème reste simple. Son devoir est de déposer pour les morts autant que pour les vivants, et surtout pour les générations futures. Nous n'avons pas le droit de les priver d'une histoire qui appartient à la mémoire commune. Si le témoin s'est fait violence et a choisi de témoigner, c'est pour les jeunes d'aujourd'hui, pour les enfants qui naîtront demain. Il ne veut pas que son passé devienne l'avenir. Oublier les morts serait les tuer une 2e fois. Et si les tueurs et leurs complices acceptés, nul n'est responsable de leur première mort. Nous sommes responsables de la seconde. Je vous demande de me permettre, après la lecture d'Elie Wiesel, on reviendra si on a le temps, mais il faut bien que je passe la parole quand même à Yoleni. Je continue sur le Rwanda aujourd'hui, où en est la mémoire. On a parfois reproché aux Rwandais de commémorer chaque année, durant les mois d'avril, mai, juin, le génocide des Tutsis en 1994. À quoi bon, si l'on veut réconcilier les Rwandais, prendre le risque de rouvrir des blessures à peine cicatrisées? Pourtant, ces cérémonies annuelles, appelées Kwibuka, souviens-toi, ont d'abord pour sens d'honorer la mémoire des victimes. Ils ne célèbrent pas la victoire des uns et ne stigmatisent pas la honte des autres. Mais c'est bien s'il soit passé, si désespérant qu'il ait été, que tout un peuple s'est employé à rebâtir l'espoir. Oublier les morts exposerait au risque de tomber dans les mêmes erreurs du passé. On ne doit pas occulter le passé aux jeunes d'aujourd'hui et aux enfants qui naîtront demain. C'est pourquoi le génocide est enseigné dans toutes les écoles à tous les niveaux. Nous voulons bien sûr préserver nos enfants, les éloigner d'un passé qui doit passer. Mais si nous, les Rwandais, nous refusons d'être otages de notre passé, il n'est pas question d'oublier. Un proverbe rwandais dit « La pierre tranchante démasquée ne peut plus abîmer la roue ». Je passe la parole à Yoleni et après, si on a le temps, on parlera de la femme aux pieds nus, peut-être. Je ne sais pas où on en est dans le temps. Et puis de Notre-Dame. Merci pour ces textes. On va en reparler certainement, mais un très grand merci aussi de les avoir lus à haute voix et de les avoir rendus présents. Yoleni, c'est à vous. Bonjour. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez mis en avant. La plupart des questions que j'ai concernent justement en fait le texte de la femme aux pieds nus. Donc ça nous permet une transition. Alors la première question que j'avais est une question assez générale par rapport aux langues et votre rapport à ceci. Dans l'introduction de la femme aux pieds nus, vous mettez en avant le fait peut-être paradoxal que vous écrivez en français dans une langue que votre mère ne comprenait pas. Le français, au fur et à mesure du texte, apparaît également comme étant parfois porteur d'un certain biais, contrairement au Kinyarwanda, peut-être davantage plus porteur de narratifs positifs ou du moins neutres. Toutefois, le français est aussi ce qui permet à la fin du texte de transgresser certains interdits, notamment en parlant de sexe et de sexualité.
vous, aujourd'hui, quel est votre rapport à ces différentes langues, que ce soit dans votre œuvre, mais aussi de manière générale dans votre vie de tous les jours? Est-ce que le français, si ce n'est la langue de votre mère, est-ce la vôtre? Et comment est-ce que vous faites en habitant ici en France pour continuer à cultiver aussi le Kinyarwanda, qui apparaît très souvent également dans le texte à petite dose? Ah, bien. Oui, je vais essayer de... donc, c'est-à-dire, de toute façon, la question, c'est mon rapport à ces deux langues, le français et le Kinyarwanda. Alors, les deux langues, je vais dire, ce sont mes langues. Elles cohabitent absolument de façon en harmonie. Et les mots sont vraiment toutes les deux. Autrefois, je disais aux gens, je dis, le français c'est 50% et le Kinyarwanda c'est 50%. Non, c'était une faute. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a dit, non, on ne comprend pas. Alors, au fait, c'est 100%, de deux côtés. Les deux langues me sont vraiment, partagent mes pensées et mes rêves. Et d'ailleurs, je me suis toujours étonnée comment ça se fait que quand on écrit, j'ai comme l'impression qu'on ne regardait pas vraiment que les choses se passent. On pourrait fermer les yeux. Moi, j'écris à l'ancienne. Moi, j'écris à la main. J'aime beaucoup le stylo qui glisse sur la feuille blanche. C'est mon inspiration. Je ne crois pas que je pourrais bien écrire si je tapais de façon moderne directement à l'ordinateur. Non, ce n'est pas possible. J'y passe après. C'est pour cela peut-être que ça prend beaucoup de temps pour sortir un livre. Je mets 2 ans. Bon, ce n'est pas grave. Quelques lignes. Ce n'est pas comme bravo pour la terre des vivants. Moi, c'est 10 ans. Alors, merci pour me rassurer. Je ne suis pas complexée. Alors, ça... Très bien. Inyenzi, je l'ai écrit pendant 10 ans aussi. Hein. J'ai commencé à l'écrire le 7 avril 1994. Je ne l'ai publié qu'en 2006. Donc, c'est 10 ans aussi. Oui, c'est 10 ans aussi. Alors, ce qui fait que, après, quand le livre est terminé, quand je me dis j'arrête, parce qu'il faut savoir arrêter, et surtout pour le premier d'ailleurs, Inyenzi, parce que ce n'était pas si simple que ça d'écrire Inyenzi, c'est là où il y avait vraiment, c'est un livre que j'ai écrit dans la souffrance et dans la peur de perdre la mémoire. Et donc, c'est après que je suis surprise que c'est en français. En fait, le livre, je l'ai écrit en français. Je ne dirais pas que c'est une trahison. En fait, les choses sont... Je ne sais pas qui traduit dit Kinyarwanda et dit français, qui traduit à la langue le livre que je dois présenter au lecteur. Ça se fait automatiquement. Alors, pour ne pas oublier de dire pourquoi il y a aussi des mots Kinyarwanda, après je dirai pourquoi j'écris en français, pourquoi je présente le livre en français. Les mots Kinyarwanda qui restent figés dans le texte en français, ce sont les mots que je pense qui ne se traduisent pas. Ce n'est pas de mon fait, hein, je n'y pense même pas. C'est automatique. Ce sont des mots qui ne trouvent pas vraiment leur vraie signification en français. Comme s'ils se mettaient en français, ce serait comme une trahison. Mais de toutes les façons, je sais que le lecteur ne m'a jamais dit qu'on n'a pas compris les mots Kinyarwanda parce que de toute façon, l'explication n'est pas loin. Elle est toujours là. Dans le contexte, on comprend, c'est que ce mot, Isuka, par exemple, et la roue, on voit bien que, d'ailleurs, je le dis, il y a la définition en français, mais je garde Isuka parce qu'il a une dimension au-delà de cette définition que je donne en français. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié. Pour Inyenzi, je ne me suis pas posé de questions. D'autant que je ne savais pas que j'allais publier, que c'est après, comme je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je n'ai pas de me poser la question à Gallimard, à mon éditeur Gallimard,
ce qu'il a pensé de mes mots en Kinyarwanda. Parce que pour Inyenzi, je ne réfléchissais même pas. Je me disais, j'ai écrit, donc c'est normal que ce soit publié. C'est après que je me pose la question, à chaque fois que je présente un manuscrit, je dis peut-être qu'on ne va pas l'accepter. Mais pour Inyenzi, j'avais écrit une histoire qui n'était pas que mon histoire, qui était l'histoire commune. Donc, du moment que j'ai pensé publier, ça aurait été publié. Quand on m'a appelé, Jean-Noël Skifano de la collection Continent Noir me disait Scholastique, si vous êtes d'accord, nous avons votre manuscrit, nous pouvons vous publier. J'ai peur que j'ai même dit faites donc, parce que comme si c'était naturel, alors que c'est pas si simple que ça de trouver un éditeur. Et donc après, La femme aux pieds nus, parce que justement, comme j'ai quand même senti les bienfaits d'avoir pu écrire, que ma souffrance devenait, j'allégeais quand même un poids, de pouvoir déjà parler, comme je suis en train de le faire avec vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais en train de passer, comment je dis, de créer d'autres gardiens, de solliciter d'autres gardiens de la mémoire. Et donc, je devenais un tout petit peu légère, j'avais moins le poids. Parce que vous avez le poids de tous ces gens qui sont partis. Vraiment, dans le vrai sens du mot, je sentais le poids sur mes épaules. Et c'est là où j'ai pu aussi écrire La femme aux pieds nus. Parce que justement, je ne pouvais pas écrire La femme aux pieds nus dans la douleur massive dans laquelle j'ai écrit Inyenzi. Il fallait écrire ce livre avec une affection, avec une tendresse. C'est le livre de ma mère. Et c'est là, après avoir publié La femme aux pieds nus, que j'ai quand même eu spontanément comme ça, là, je ne dirais pas le courage. J'ai posé quand même la question à mon éditeur. Je dis, mais il y a des mots Kinyarwanda, ça ne vous a pas... Comment ça se fait que vous les avez acceptés? Et la réponse a été magique. Alors, Jean-Noël Skifano me dit, mais Scholastique, nous sommes des gens intelligents. Ah, je dis, oui, on est chez Gallimard, oui, vous êtes intelligent. Vos mots Kinyarwanda nourrissent le texte, votre texte, comme le lait maternel nourrit son bébé. Alors là, je ne pouvais pas attendre aussi réconfortant que ça. Donc, les mots Kinyarwanda, je ne veux pas en abuser, mais de toutes les façons, je ne peux pas m'empêcher parce que je suis habitée par les deux mêmes langues. Au début, quand j'ai commencé à parler français, vous avez vu, si vous avez lu Notre-Dame du Nil, vous avez vu dans quelles conditions j'ai appris le français. Le français, je ne l'ai pas choisi. Hein. Le français, c'est... j'allais dire, c'est lui qui m'a choisi. Non. Le français, ce n'est pas la langue de colonisateur. Je n'ai pas été colonisé par les Français. On a été colonisé d'abord par les Allemands, je l'ai dit, et par les Belges. Mais les Belges ont choisi, au lieu de nous apprendre le flamand ou je ne sais pas quoi, le néerlandais, ils ont choisi de nous apprendre le français. Et après, comme j'ai eu cette chance exceptionnelle, ce miracle d'aller au lycée Notre-Dame de Cîteaux, qui n'est pas Notre-Dame du Nil, mais bon, on ne voit pas l'un sans l'autre. Notre-Dame du Nil, quand même, a été écrit sur l'expérience de Notre-Dame de Cîteaux. Donc, la seule langue autorisée, c'était le français. Donc, le français a été ma langue d'expression depuis Notre-Dame de Cîteaux, parce que les sœurs, parce que à cette époque, les années 70-80, les filles étaient chez les sœurs et les garçons chez les frères. Si on m'attrapait en train de parler Kinyarwanda au lycée Notre-Dame de Cîteaux, j'étais renvoyée immédiatement. Et je n'avais pas le droit d'être renvoyée de Notre-Dame de Cîteaux parce que je n'étais pas à cette place que j'avais occupée dans cette classe, dans cet établissement, dans ce lycée d'élite féminine, parce que c'était l'élite féminine, c'est pour cela que Notre-Dame du Nil, c'est l'élite féminine, on forme l'élite féminine. Ce n'était pas que pour Scholastique, c'est une place
qui était la place de tous mes camarades qui étaient restés dans les villages et qui n'étaient pas moins intelligentes que moi. Je n'étais pas plus intelligente. C'est le hasard, c'est la chance. Donc, cette place que j'occupais, je ne pouvais pas la perdre et je ne pouvais pas m'amuser à parler Kinyarwanda. Donc, le français, après, quand je suis arrivée en France, ce qui m'inquiétait, c'est que je me disais, mais je ne vais pas pouvoir rêver en français et je ne vais pas pouvoir faire de l'humour en français quand même. Parce que mais petit à petit, à Normandie, je suis devenue normande, je rêve en français, je rigole en français. Donc, mais les deux langues, vraiment, ce sont mes langues. Je ne peux pas dire que c'est une seconde langue, c'est une langue acquise, mais elle est autant mienne que le Kinyarwanda. D'ailleurs, je fais la résistance. Ce qui me joue des tours, je refuse d'apprendre l'anglais. Alors que justement, on me reproche, on me dit, mais vous écrivez en français, mais le Rwanda est devenu anglophone. Alors spontanément, je dis, mais en quoi ça vous gêne si on ouvre un peu plus pour nos enfants, pour leur permettre de voyager facilement partout dans le monde, parce que quand même, il faut vous dire, moi qui voyage et qui fais le tour du monde, c'est vrai que je suis, quelquefois, je peux être ridicule. Le français, il n'est parlé maintenant qu'en Basse-Normandie. Non, ceci dit, moi je suis la gardienne de la langue française. Même au moment où, en effet, on était vraiment au Rwanda, passé à l'anglais, mais massivement, maintenant on revient sur le français. D'ailleurs, la secrétaire générale de la francophonie depuis 2019, c'est une Rwandaise, c'est Louise Mushikiwabo, l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Donc le français et l'anglais cohabitent aussi au Rwanda aisément, mais ça ne m'avait jamais posé de souci de parler anglais de toutes les façons, parce que quand je suis au Rwanda, c'est le plaisir, c'est le moment de parler 100% Kinyarwanda. Et d'ailleurs, je ne fais aucun effort. Dès que je sors de l'avion à l'aéroport Kanombe, je dirais que je suis incapable de parler français. À ce moment-là, vraiment, je ne parlerai pas français du tout. Je parle le Kinyarwanda et et quand je reviens, il n'y a aucun problème. Dès que je sors de l'avion à Roissy, je parle le français. Il n'y a plus de Kinyarwanda. Voilà. Juste un mot scolastique. En combien de langues es-tu traduite? Parce que oh là là, ma pauvre Déborah, je ne peux plus compter. Je suis même traduite en une langue indienne que je n'arrive même pas à prononcer. C'est le yalalalana. C'est comment, Aurélie? Le Marayam. Et non, je suis traduite à le dernier des comptes que j'ai fait, mais après il s'est arrivé le japonais qui vient d'arriver, et j'en ai arrivé à 25, et maintenant je pense que je suis still counting, comme on dit en anglais. Ne parlez pas l'anglais, je suis la gardienne de la langue française. On continue de compter. Non, je suis traduit. Et en plus, quand on est traduit en anglais, ça veut dire que ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas que les États-Unis. Là maintenant, j'ai donc à partir de New York, de mon éditrice de New York, et donc elle a donc maintenant elle écrit des éditeurs dans d'autres pays anglophones, et les pays anglophones, mon Dieu, il y en a beaucoup. Et j'ai une éditrice en Afrique du Sud, j'ai l'éditrice à Londres, je suis traduite, même en russe. Je crois qu'après, heureusement, on m'avait demandé d'être traduite avant Ukraine, mais je suis traduite en russe. Peut-être que j'aurais dit, je ne sais pas, je n'aurais pas été aussi spontanée. Et je suis traduite en beaucoup de toutes les langues importantes, même en portugais, en italien, en grec. C'est très important, c'est la langue de Yolini. Ah oui, attention, mais c'est très important parce que c'est le portugais du Brésil. Hein.
à tout le Brésil. Je suis amie avec Lula, il m'embrasse comme si c'était sa poupée. Donc, parce que j'ai eu le plaisir d'écrire ici la mer, et apparemment la mer et Lula, c'est quelque chose. Et donc, je suis traduite en beaucoup, en tchécoslovaquie, en tchèque, je sais. Non, je suis traduite. Formidable. Ah oui, non, la traduction, vraiment, ça marche beaucoup. C'est pour cela que je suis tout le temps. Le Covid a fait des dégâts, mais ça m'a permis de me poser, de moins vous rester dans le truc. Dans la vie. Bah, parfait. Je vais peut-être poser 2 questions en une, et ensuite, pour que la parole puisse circuler également dans la salle. Alors, la première question était autour des figures féminines. Dans le livre, il y a beaucoup de mères, donc en plus de la vôtre, qui sont mises en avant, comme notamment des mères bienfaitrices, gardiennes de la tradition. Mais il y a également d'autres figures féminines qui sont tout aussi importantes et centrales, mais plus marginales, qui semblent représenter des féminités un peu plus différentes, notamment Kili Madame et également Félicité. Pour vous, pourquoi est-ce que c'était important de les inclure ? Et ma dernière question serait autour de cette figure dont vous parlez, cette figure d'une vieille au ventre stérile qui, je cite, a accepté d'héberger la mort et qui se situe au bout du pays des contes. Est-ce que cela veut dire que les histoires sont porteuses de mort ? Est-ce que ici, plus spécifiquement, cette vieille serait une allégorie de la mémoire de l'histoire du Rwanda? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette figure également? Alors, cette figure, d'abord, cette partie sur les contes, c'est vraiment des contes traditionnels. Comme je dis, c'est des contes que ma mère donc essayait de nous transporter dans un monde, dans un autre monde, pour nous sortir un peu de cet enfermement dans Nyamata, où il n'y avait pas de vie, où il y avait, si on n'avait pas ces contes de nos mères, on n'aurait pas tenu. Donc là, les contes, c'est vraiment les contes traditionnels, où on n'entre pas dans les détails. Ce sont des contes, les Kourouges qui parlent. Par contre, à la mère, justement, qui a hébergé à la vieille qui a hébergé dans son ventre la mort, je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui fait écho, même si c'est un conte. C'est un conte que ma mère a dit, créé, quand on s'est trouvé à Nyamata. Parce que justement, c'est en prélude à ce qui allait se passer en 1994. Et comme le conte aussi, c'est l'imérérigi, l'animal qui pousse tous les soirs pour faire sortir la quelque Dieu ne lui a pas donné. C'est aussi c'est une image par rapport à la forêt, puisqu'on vivait au milieu des animaux. Moi-même, j'ai entendu l'imérérigi. Là, c'est mon conte à moi. Hein. Ça nous angoissait. Dès que la nuit tombait, on avait une angoisse d'entendre cet animal, c'était hier, qui criait dans la forêt, et que les chasseurs disaient qu'ils l'ont vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Heureusement, je ne cherchais pas à le voir. Ils m'ont angoissé suffisamment la nuit. Qu'en effet, c'est un animal qui n'a pas de queue. Et qu'on disait, pour nous, les enfants, c'est qu'ils cherchaient à se faire sortir donc, cet appendice. Et donc, c'est les contes. Il y a des contes, comme la Kourouge, c'est des contes traditionnels que tout le monde, tous les Rwandais anciens connaissent. Mais il y a des contes, en effet, que j'ai mis dedans, qui sont liés à notre
des orations à Nyamata, dans le Bugesera. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a plus d'Imhererigi à Nyamata parce que tous les animaux, on les a groupés au parc national de la Kagera. Moi, je le dis dans Nyenzi, hein, que je voyais mes éléphants, on les amenait dans les camions pour créer la Kagera. Et d'ailleurs, quelquefois, quand je vais au parc national de la Kagera, et qu'on me dit de payer pour visiter les animaux, je dis quoi? Ce sont mes animaux. Les éléphants là, vous les avez pris dans le camion. Ça me permettait d'avoir une journée sans aller à l'école. Parce que quand on allait à l'école, je le dis dans Nyenzi, et qu'il y avait l'éléphant sur la piste, il ne faut pas doubler l'éléphant, il est prioritaire. Donc, non, et puis à ce qui concerne alors Kilimadam, ça montre la modernité au fait. Hein. C'est le changement. Kilimadam, ça veut dire celle de donc Kilimadam, c'est la blanche quoi. Elle était moderne, elle avait été à Kigali. Elle fabriquait le pain qui était une friandise inaccessible. C'était vraiment, ça représentait en effet une forme de modernité, mais qui n'a pas vraiment sa place dans le contexte de Nyamata. C'était une femme libre, mais respectée parce que justement, elle avait introduit ce qu'on n'avait pas à Nyamata. Alors, Félicité, Félicité, ce n'est pas Elena. Félicité, qu'est-ce que j'ai dit sur Félicité? Oui, j'en ai donné tellement des prénoms, hein, puisque c'est de la fiction. Oui. Félicité, du coup, c'est celle qui a introduit les latrines. Ah oui, ah oui, parce que j'essaye de ne pas... Quelquefois, je mets les vrais prénoms, mais en même temps, j'évite, quand j'y pense, parce que si j'avais mis que c'est Annonciata, ça, en plus, elle est survivante, elle n'avait pas aimé... donc, Félicité, donc justement, c'est montrer, au fait, cette image de Félicité, c'est montrer que justement, les femmes sont toujours modernes, au fait. Elles peuvent être des paysannes, mais elles ont toujours, puisqu'elles sont investies justement de la transmission. La transmission passe par les mères, de projeter les enfants dans l'avenir. Elles ont toujours la curiosité de savoir ce qui peut être mieux, ce qui peut améliorer le quotidien. C'est par les Félicité qu'on va pouvoir créer des latrines. C'est par les Félicité que ma mère va découvrir aussi qu'on n'est pas obligé, parce qu'on est vieille, de porter des cheveux blancs, qu'on peut quand même un peu... en plus, ce sont des femmes, je pense que vous qui avez été au Rwanda, là, vous avez vu, ce sont des femmes très coquettes. Elles sont vraiment, elles aiment bien, elles sont des femmes très dignes. Donc, tout ce qui peut apporter, tout ce qui peut faire qu'elles gardent sa dignité, donc, elles étaient ouvertes vraiment à tout ce qui est progrès. Moi, c'est moi qui ai introduit le caleçon. Hein? Hein? Et Stéphania, elle venait discrètement chuchoter et elle disait, oui, le caleçon là, ça serait bien quand même que j'ai aussi un caleçon. Et une amie aussi m'avait confié, alors j'ai vérifié si Stéphania portait son caleçon, vraiment que je lui avais confectionné, mais je sais qu'elle prévoyait ça au cas où, pour l'aide dignité, c'est les arrêts à l'hôpital. Pour que c'est comme justement cette obsession de dire il ne faut pas laisser le corps d'une mère, il faut couvrir le corps d'une mère. Et quand elle est appréhendée qu'un jour, elles ne seront pas dans leur hit, d'ailleurs je n'aime pas ce mot péjoratif, dans les maisons traditionnelles, qu'elles peuvent se trouver en public, elles avaient donc besoin, j'avais introduit ce caleçon, et je sais que toutes les paysannes, toutes les voisines de Stéphania s'étaient fait confectionner chez le tailleur Ibereki Massé un caleçon au cas où elles seraient hospitalisées pour ne pas qu'elles soient nues à l'hôpital. On ne sait jamais si on perd connaissance, si on ne peut plus surveiller ses attitudes. Il vaut mieux avoir un caleçon. Alors du coup, je vous invite à prendre la parole. Ah oui, oh là là, il ne reste pas beaucoup de temps.
Alors, c'est une question assez rapide que vous avez déjà abordée, mais je voulais revenir sur cette peur de perdre la mémoire qui était très présente dans votre premier livre et même aussi dans La femme aux pieds nus. On voit qu'il y a une certaine angoisse aussi dans cet oubli des contes de la mère, même si vous en avez cité quelques-uns, mais vous dites que vous les écoutiez sans vraiment, comme vous étiez jeune, que vous vous endormiez sans forcément vous en souvenir. Est-ce que vous vous sentez plus rassuré maintenant par rapport à cette impression que vous avez déchargé la mémoire sur des lecteurs, ou est-ce qu'elle est passée par autre chose, par exemple par le fait que dire les vides de la mémoire, c'était aussi créer un espace mémoriel? Quel est maintenant votre rapport à cette mémoire par rapport au début, quand vous avez commencé à écrire? Bien évidemment, je ne suis plus dans l'angoisse de perdre la mémoire. Et ça reste quand même cette angoisse, hein, parce que maintenant, j'ai pu quand même sortir l'essentiel, sauver l'essentiel. Mais je l'ai dit tout à l'heure, on nous dit la mémoire garde toujours beaucoup, surtout quand vous savez que vous avez vécu une expérience qui est... mais à un moment donné, je ne sais plus m'exprimer, à un moment donné, on revive sincèrement, quand j'ai appris dans cette école des travailleurs sociaux à Rue-de-Saint-Clair, sur cet avril, qu'il y a les gens parlaient de massacre, mais immédiatement, moi, j'ai dit c'est le génocide. Et que je sais immédiatement, je l'ai dit, les gens me disaient, taisez-vous, tais-toi, Scola, parce qu'on m'appelait Scola, tais-toi. On ne dit pas, ce mot, on ne l'utilise pas comme ça. Voilà, donc fais attention. Tu es en souffrance, mais il faut faire attention aux mots que tu utilises. Je dis, je n'ai pas à faire attention. Je sais que c'est un génocide et vous le verrez sitôt que c'est un génocide. À ce moment-là, au fait, c'est que, pour répondre à votre question, c'est que je savais que ma mémoire, c'était les sépultures. Et qu'il fallait préserver la sépulture qui devenait vraiment moi. Et pendant longtemps, je pouvais me présenter sous les 5 prénoms des filles de Stéphania. Je n'étais plus scolastique en tant que scolastique individu. J'étais Judith, j'étais Alexia, j'étais Jeanne, j'étais Julienne et j'étais scolastique. Donc, j'évitais de dormir parce que je n'avais pas de toute façon à dormir. D'abord, dormir, c'était des cauchemars aussitôt. Je voyais aussitôt, avant même de dormir, d'entrer dans le sommeil, c'est les machettes qui arrivaient. Les machettes étaient sur mon cou. Donc, j'évitais de dormir pour ne pas justement tomber dans les cauchemars et pour ne pas... Et surtout, j'avais peur aussi de devenir folle. Parce que vous n'êtes pas sûr de garder, de rester intact. Moi, je réagis, je n'avais pas encore lu Elie Wiesel, surtout son livre « Si c'est un homme ». Je n'avais pas encore lu du tout, je l'ai lu qu'après. D'ailleurs, si je l'avais lu, peut-être c'était mieux comme ça. Parce que ce que je faisais sans même réfléchir, machinalement, c'est que je notais, j'écrivais. Je parlais d'un cahier bleu parce que dans un premier temps, il fallait trouver quelque chose qui soit un tout petit peu à ma portée parce que je ne dirais pas qu'on régresse, mais je me suis trouvée immédiatement pour
pour que ce soit vivable, je suis devenue cette petite fille qui arrive à Nyamata à 3 ans. Et dans les camions, on était comme les cailloux qu'on amène ici en chantier. On est arrivé à Nyamata, on nous a débarqué comme on laisse tomber les cailloux sur le chantier. Et moi, je suis tombée dans la poussière de Nyamata. Nyamata, c'est la région la plus sèche. Et dans cette cour de classe, d'école primaire. Et je vois l'image, je suis assise en tailleur, la poussière partout, je ne vois rien. Et puis tout d'un coup, je sens la main qui me touche la main, et c'était maman. Alors pour écrire Inyenzi, pour pouvoir tenir Inyenzi, parce que je l'ai écrit pendant 10 ans, comme Déborah, je me suis mise vite dans la peau de cette petite fille. Et après, je vois la petite fille qui va à l'école, qui voit la première fois un cahier, on nous distribuait un petit cahier bleu. D'un côté, pour votre français, d'un côté, il y avait une couronne de français et en face, il y avait une couronne de Kinyarwanda. Dès le premier jour, à 6 ans, on apprenait le français. Alors donc, je suis allée tout ce qui peut être innocent, l'enfance. Donc, l'angoisse de perdre la mémoire, c'est permanent. Je ne sais même pas comment ça se fait que je n'ai pas eu un accident. Parce que même Anara travaillait, en plus j'avais choisi de travailler à milieu rural, comme c'était ça que j'avais choisi déjà au Rwanda, parce que je voulais faire quelque chose qui me ramènerait dans les collines, auprès des paysans, à Nyamata, ramener le savoir à Nyamata, auprès des mères. Et c'était la seule école qui formait justement des professionnels de terrain. À cette époque, une fille ne pouvait pas faire l'agronomie. Si c'était ouvert, si c'était possible, j'aurais fait agronomie. Ce qui comptait, c'est que je revienne dans les campagnes. Et donc, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Donc, ce que je sais, c'est que je voulais justement avoir... je parlais que je me demande comment je n'ai pas eu un accident en allant travailler. Parce qu'en allant dans les milieux ruraux, justement, parce qu'il fallait que je travaille toujours comme milieu rural. Je me reconnais, c'est pour cela que je dis que je suis normande sans tricher. Je suis vraiment normande. 30 ans de Normandie à l'intérieur des terres avec les Normands tous les jours. C'est formidable. Je suis vraiment normande. Et je pouvais m'arrêter au milieu de la rue, sur le trajet, pour noter les souvenirs qui revenaient. Et c'est comme ça que j'alignais les gens, pour justement, c'est pour cela que Nyenzi ou les Kafar, c'est un tombeau de papier. Vous avez vu, j'énumère les gens. Et ce n'était pas ce qu'on nous avait imposé, qui n'était pas traditionnel au Rwanda, de nous mettre dans ces baraquements, aligner les uns face à pour faciliter le travail, l'extermination. C'est comme ça que ça a été facile à Nyamata. Pour ma mémoire, ça m'a facilité le travail. Parce que justement, je suivais la piste, j'allais chez Boniface, j'allais chez Édouard, j'allais chez... je ne sais pas qui encore... Thomistocrès, on avait des prénoms qu'on ne pouvait pas donner, en Occident. On a de Jean Damascène, Jean-Baptiste. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour terminer, ce n'est pas la même angoisse. Aujourd'hui, je vais vous confier un secret. Je reviens sur l'écriture d'une histoire qui serait similaire à la femme aux pieds nus. Parce que ma mémoire maudit, je sentais cette voix pendant que j'écrivais, que je me suis lancée dans le roman, qu'il y avait quelque chose d'autobiographie que je n'ai pas sorti dans ma mémoire. Parce que l'angoisse reste toujours de dire, tu n'es pas éternel, il faut que tu aies pu essayer de dire le maximum de ce que ta mémoire a retenu avant et que tu n'as pas le droit de partir avec ça. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, la question très pratique, là, c'est est-ce qu'on peut se permettre de déborder un petit peu ou pas? Alors moi, mon souci, c'est que, comme je t'ai dit, Déborah, Il y a un rendez-vous après. oui, à 13h moins le quart, je dois être avec quelqu'un de très... et je comptais beaucoup sur cette rencontre. C'est vital. Donc, oui. Donc on va être obligé de s'arrêter là. C'est dommage. Oui. Ouais, c'est peut-être une dernière petite question. Dans La femme aux pieds nus, votre père n'est pas très présent. Il est parti, il est souvent en voyage. Est-ce que vous pouvez expliquer si vous y arrivez? Alors, j'ai commencé à sourire parce que au Brésil, on m'a tout le temps, parce que vraiment au Brésil, ils sont très maternels. Hein. Le livre La femme aux pieds nus, Notre-Dame du Nil intéresse le reste du monde parce que ça a été un livre phare donc, de Renaudot et après ça a adapté au cinéma. Mais au Brésil, ils sont absolument la femme aux pieds nus. C'est quelque chose. Et d'ailleurs, c'est enseigné dans toutes les écoles au Brésil maintenant. Alors, la question que je souriais parce qu'on m'a demandé, mais vous avez écrit tout que sur votre mère, vous n'avez pas de père. Alors, donc, ce qui fait que justement, ça m'a amené, ça a été très positif, hein, parce que ça m'a amené à écrire aussi beau diplôme. Ah ouais, c'est mon père, ça. Alors, donc, mon père était tout le temps parti, c'est comme ça, au Rwanda. Au Rwanda, dans les campagnes, c'est comme ça. Aujourd'hui, en plus, vous qui avez été, on a beau évoluer énormément au Rwanda quand même. On a fait un pas extraordinaire dans le progrès, dans l'évolution. Mais les campagnes restent les campagnes parce que nous sommes un pays qui vit à 90%, voire plus, de ce que nous produisons dans les champs. Et c'est ça, ce sont les gens à la campagne qui font vivre le Rwanda, ça c'est une évidence. Bien sûr que les pères, j'ai toujours dit comme ça simplement, ce sont des ministres de l'extérieur. Et la mère, c'est la ministre de l'Intérieur. Il y a la mère rwandaise, même aujourd'hui, quand on voit que les femmes ont la parité au Rwanda, ça ne rigole pas, c'est une réalité. Hein. À un moment donné, on a eu même peur, on était au-delà dans la place qu'occupe la femme, on avait dépassé vraiment les hommes complètement. Hein. On arrivait à un moment donné, je ne sais pas en quelle année, on était 64% à l'Assemblée nationale de femmes. Et puis les ministres aujourd'hui, c'est de façon de l'équité. Hein. Et puis voilà. Donc, mais la femme ménage au Rwanda a toujours, quand vous lisez La femme aux pieds nus, ma mère, ce n'est pas une mère soumise, ce n'est pas une femme soumise. Donc les choses sont partagées, les choses sont claires, chacun a son rôle. La femme est à la maison, elle a la responsabilité de faire en sorte que le foyer soit en bonne santé, il a la responsabilité de nourrir la famille, mais l'homme, lui, il protège le foyer de l'extérieur. Hein. Donc, les pères, alors si on parle justement de mon père à Nyamata, c'était donc les Tutsis, donc déjà, ils avaient l'activité de pasteur, toute la journée, ce n'est pas comme en Normandie où au début, j'étais complètement outrée de voir coller les vaches toutes seules dans les prairies. Ce n'est pas possible, on ne laisse pas un trésor aussi important à la portée de tous les voleurs qui vont... Voilà, ce n'est pas possible. J'ai failli faire un signalement en disant il y a les vaches abandonnées. Non. Donc, un homme suit sa vache, vit au rythme des vaches. Il est à l'extérieur. Et puis après, les hommes donc, vont s'informer. Ils ont droit, ils sont autorisés, c'est Coriche qui disait, ils sont autorisés à s'informer. Donc, vont se former pour protéger la famille. Donc, mon père, à Nyamata, il a une fonction quand même. C'est grâce à mon père qu'on a été à l'école. Hein? C'est grâce à mon père que je suis quand même aussi survivante. Hein? Ma mère m'a protégée, m'a donné la force de rester debout et de ne pas devenir folle, justement, et d'être la gardienne de la mémoire. Mais mon père,
c'est lui, si vous lisez le si beau diplôme, c'est lui qui tenait absolument. Et lui, ma mère, pendant que ma mère, dans la femme au pied, je dis, pendant que ma mère cherchait des cachettes pour cacher réellement ses enfants, mon père, lui, il avait juré que ses enfants, s'il y en a un qui survivra, ce ne sera pas l'école. Donc, il traversait les contrées pour aller chercher un peu d'argent et il avait été entendu. Son espoir n'a pas été déçu. Parce que quand même, on avait été 3, exceptionnellement chez Cosima, 3 gosses qui ont été quand même, qui sont allés au-delà de l'école primaire, qui ont fait l'école secondaire, qui sont allés plus loin. Donc le père, il est chargé d'aller chercher l'argent, il est d'aller chercher tout ce qui fait fonctionner de l'extérieur le foyer. Je vous en prie. Merci. Alors, malheureusement, je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Oui. On t'écouterait parler pendant des heures. Merci 1000 fois pour cette magnifique présentation, lecture et ses réponses. Merci beaucoup, Déborah. Merci. Je suis désolée. On y est pour ouvrir.